Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Continuăm seria emisiunilor pe Skype, așteptând ca acest coronavirus care ne ține închis să ne permită din nou accesul în studioul RFI. În această emisiune avem un invitat special. Și spun special pentru că nu mai vreau să vorbim despre problemele cauzate de acest coronavirus. Le știm cu toții și le trăiește fiecare pe pielea lui. Mă interesează acum să auzim oameni care au reușit să găsească soluții, oameni care în plină criză reușesc să-și continue afacerile și să deschidă alte afaceri noi. Unul din acești oameni este Grégoire Vigru, este cofondator și vicepreședinte Europa la TELUS International. L-ați mai auzit la RFI și o să-l mai auziți. Este pasionat de noile tehnologii și de revoluția blockchain. Împreună cu partenerul său Adrien Arnoux, fost manager la Amazon, au lansat pe piața românească o afacere foarte interesantă. Este vorba despre Phoenix.eco, o platformă online pentru vânzarea de telefoane inteligente recondiționate. Adică poți cumpăra un telefon aproape nou la un preț foarte atractiv. Smartphone-ul recondiționat este deja o afacere care merge foarte bine în Europa de Vest, dar nu prea este prezentă în Europa de Est. Grégoire Vigru și Adrien Arnoux au ales România pentru a lansa acest concept. Cel mai interesant lucru însă mi se pare că au reușit să lanseze această afacere în plină criză provocată de coronavirus. Și asta m-a făcut să-l invit la emisiunea Noi venim din viitor. Sunt foarte curios să aflu cum reușești să lansezi un business în plină criză. Această emisiune va avea loc în limba franceză. Grégoire, cette fois, je ne peux pas te souhaiter la bienvenue dans le studio RFI Roumanie puisque la crise du coronavirus nous a tous confinés. On fait cette émission sur Skype et j'aimerais t'avouer quelque chose. Je savais que tu t'apprêtais à lancer une nouvelle affaire en Roumanie, plus précisément Phoenix, mais la grande surprise a été de voir que tu as lancé ton affaire en pleine crise du coronavirus. Et je trouve ça épatant. Je vais donc te poser une question assez directe. Comment tu as fait? Lorsque j'ai annoncé à mes amis que je lançais une start-up le 6 avril, au milieu de cette période coronavirus qu'on vit tous, j'ai eu des réactions assez contrastées. Certains de mes amis m'ont dit non, surtout pas. C'est surtout pas le moment de lancer une nouvelle affaire. C'est le pire moment de l'année, de la décennie. J'ai même un ami qui m'a dit c'est le pire moment du siècle, puisque la crise qu'on connaît est sans précédent et probablement n'aura pas d'équivalent dans les années qui viennent. Je pense qu'il y a trois manières d'aborder la crise quand on est un entrepreneur. Et il y a également trois types de sociétés en période de crise. Il y a les sociétés qui font faillite. Et c'est vrai que malheureusement, il y a énormément de sociétés en Roumanie qui sont dans une situation délicate. Je croyais lire récemment dans la presse qu'un tiers des entreprises en Roumanie étaient en risque plus ou moins grand de faillite, c'est-à-dire 280 000, 290 000 entreprises. Il y a donc des entreprises qui vont couler malheureusement avec cette crise économique. Il y a une deuxième catégorie d'entreprises plutôt prudentes qui essayent de survivre à la tempête, à espérer que les choses vont bien se passer. Donc, elles gèlent toutes les dépenses, les recrutements, même dans bien des cas, sont amenés à licencier ou à suspendre des contrats de travail. Et puis, il y a une troisième catégorie d'entreprises, d'entrepreneurs un peu audacieux qui se disent que la crise, c'est un moment comme un autre et qu'elle peut même présenter éventuellement certaines opportunités. Je crois appartenir à la troisième catégorie, pas simplement parce que c'est mon caractère, mais également parce que j'ai eu la chance d'avoir des capitaux qui me permettent d'investir en temps de crise. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. On va dire que tu vois plutôt le côté plein du verre parce qu'il y a toujours deux possibilités, voir le côté vide du verre
et voir le côté plein du verre, ou peut-être juste regarder au milieu et ne pas se décider lequel on va regarder, quoi. Donc, c'est clair que tu as choisi de voir, de te positionner en pleine crise du coronavirus sur le côté plein du verre. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que je trouve assez extraordinaire. Je pense qu'il faut une certaine énergie pour faire ça. C'est un projet qui te travaille depuis un certain temps, cette histoire de téléphone, de smartphone recyclé, reconditionné. C'est quoi cette histoire? Comment l'idée t'est venue? Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire? Et déjà, pour rebondir sur ce que tu disais, l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, je pense que quand on est entrepreneur, on est optimiste, on est positif. Je pense que les entrepreneurs qui ont du succès dans les affaires, c'est des gens qui envisagent toujours des lendemains radieux. Les gens qui sont foncièrement pessimistes ne deviennent pas entrepreneurs. En tout cas, j'en ai jamais rencontré. Oui, comme tu le dis très bien, cette histoire de téléphone reconditionné me trotte dans la tête depuis un certain temps. En fait, c'est depuis à peu près 9 mois. J'aime bien répéter qu'il me faut à peu près 9 mois entre le moment où je pense à une nouvelle affaire, à une nouvelle start-up, et le moment où je lance. C'est un petit peu comme une gestation. C'est comme si j'étais un petit peu enceinte. La start-up est un bébé. Il faut le temps de réfléchir au lancement. Il faut une période qui correspond à la période de l'étude de marché. Il faut la période qui correspond aussi au fait de recruter l'équipe de départ, de s'entourer d'associés qui ont des capacités, un talent, une expérience complémentaire. Et tout ça, ça m'a pris 9 mois. Donc, ça faisait longtemps que je pensais à ce projet. Pourquoi ça faisait longtemps que je pensais à ce projet? Pour une raison qui est très simple, c'est que déjà, les smartphones sont une catastrophe immense pour l'environnement. Immense. Il faut 35 kilos de matières premières pour produire un smartphone. Ça produit 55 kilos de CO2 et ça nécessite 15 000 litres d'eau pour un smartphone. Donc, multiplie ça par le nombre d'utilisateurs ou par le nombre de smartphones qu'on a au cours de nos vies. Alors, oui, ça donne le vertige déjà. Ouais. Ça donne le vertige, c'est assez méconnu. Voilà, donc c'est une catastrophe environnementale. Et moi, en tant qu'entrepreneur, j'essaie d'apporter des solutions. Pas simplement des solutions qui vont me permettre d'avoir des startups en croissance, générer du chiffre d'affaires, des profits et de monter des équipes. Non, ce qui est important, c'est d'être aussi et surtout motivé par des valeurs qui sont des valeurs importantes. Dans d'autres business, c'est des valeurs qui sont liées à la responsabilité sociale. Dans celui-ci, c'est plutôt la responsabilité environnementale. Donc, l'idée, elle est très simple, en fait. L'idée, c'est que la véritable espérance de vie d'un téléphone est supérieure à 5 ans. Mais qui garde son téléphone pendant 5 ans? Bah, quasiment personne. Et on a tous chez nous des téléphones dans des tiroirs parce qu'il y a eu un problème de batterie, parce que l'écran était rayé, etc. Bon, tout ça, c'est une catastrophe donc environnementale, mais c'est aussi un énorme gaspillage. Parce que pourquoi est-ce qu'il faudrait acheter sans arrêt le dernier iPhone? Pourquoi est-ce que sans arrêt, il faudrait acheter les derniers modèles? C'est une course à l'achat. Ce n'est pas motivé sur le plan financier parce que ça coûte extrêmement cher d'acheter un téléphone neuf. Donc, je me suis dit, voilà, une chose très, très simple. Ce qu'on va faire, c'est que tous ces milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de téléphones en Roumanie qui sont des téléphones encore en état, et ben, on va essayer effectivement de leur donner une deuxième vie, d'où le nom de l'entreprise Phoenix, qui fait évidemment référence à la créature mythologique éponyme. On va leur donner une deuxième vie à ces téléphones et on va les vendre, on va les vendre dans un état impeccable. C'est-à-dire que les téléphones Phoenix.eco, c'est des téléphones qui sont parfaitement réquisitionnés, qui sont comme neufs. Il n'y a pas la moindre rayure. Surtout sur les grades A, on a plusieurs grades de qualité. Sur un téléphone grade A sur Phoenix.eco, donc on est un e-marchand, hein, on a un site internet prévu à cet effet. Donc, lorsqu'on se rend sur le site Phoenix.eco pour rechercher un modèle de téléphone reconditionné, tu peux passer la commande. Il arrive chez toi dans une boîte Phoenix.eco. C'est l'expérience du neuf. Tu ouvres la boîte qui est scellée. Dedans, tu as le téléphone parfaitement remis à neuf. On ne sait pas si c'est d'ailleurs du neuf ou des reconditionnés parce que c'est comme du neuf. Ça vient avec des accessoires neufs, donc câble, casque et adaptateur. Tout ça dans du neuf et avec une garantie 12 mois. Ça, c'est très, très important parce que notre objectif, c'est évidemment de se positionner sur un produit qui est proche du neuf. C'est du reconditionné, mais proche du neuf. Donc, il y a cette garantie de 12 mois. Donc, ça se passe très, très bien depuis le lancement, depuis le 6 avril. On a vendu beaucoup de téléphones. Et là, de plus en plus, on est en train de s'adresser aux entreprises parce qu'on se rend compte que les entreprises, les grandes entreprises, qui ont des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de collaborateurs, eh ben, elles ont des besoins en smartphone qui sont énormes. Et nous, on arrive avec une offre en leur disant, voilà, on vous propose du reconditionné à un prix par téléphone qui est 50% moins cher que le neuf. Donc, il y a cet argument économique qui est très important.
pour les entreprises et pour les particuliers, et il y a l'argument environnemental. Donc, il y a un premier driver pour les clients qui est un driver, on va dire, plutôt rationnel, qui est le prix, et un deuxième driver qui est un driver un petit peu plus émotionnel, qui est l'environnement. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je pense qu'avec cette crise, les gens vont commencer quand même à faire plus attention à ce qu'ils achètent, à ce qu'ils dépensent, parce que tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ça ferait réfléchir, ça nous oblige en quelque sorte à nous poser des questions assez fondamentales. Et c'est vrai qu'avant la crise, on avait plutôt tendance à jeter un peu partout l'argent, s'acheter des trucs, on était dans une société consumériste, quoi. Comment tu te positionnes? Enfin, tu m'as dit que tu as démarré l'affaire le 6 avril. Évidemment, tu n'avais pas prévu la crise du coronavirus. Tu avais prévu de lancer ton affaire et la crise arrive et tu décides de lancer ton business. Tu dis aussi que ça marche, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de téléphones qui sont vendus. Comment tu penses que ça va marcher après la fin de cette crise? Je crois que le monde sera un peu différent parce que nous serons un peu différents. Nous aurons vécu quelque chose qui nous a un peu transformés, changé un peu notre image de nous-mêmes et du monde. Après cette crise, une fois que ça sera fini, entre guillemets, comment tu positionnes ton affaire? Non, je pense que tu as raison. Je pense qu'il va y avoir un rebond. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'effectuent pas des dépenses qu'ils souhaitaient effectuer pendant cette période parce qu'il y a une incertitude. Et cette incertitude, ça peut amener des gens, des ménages à décaler, à reprogrammer des dépenses, l'achat d'une automobile, l'achat d'un smartphone. Donc, je pense que lorsque les gens seront rassurés sur leur travail, parce que malheureusement, voilà, il y a 1,2 million de contrats de travail en Roumanie qui sont suspendus. Donc voilà, il y a une incertitude et des gens ils savent pas s'ils vont retrouver du travail. Donc je pense que dès que les gens vont progressivement revenir à l'emploi, ils vont faire ces achats de manière différée. Ils auraient dû le faire il y a quelques semaines, ils vont le faire après quand ils auront été rassurés. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous on arrive avec un produit de haute qualité, reconditionné de haute qualité, mais qui aussi apporte aux gens la possibilité de réaliser une économie. Donc, je pense qu'aussi, on est dans l'air du temps parce que j'ai regardé récemment les chiffres de EMAG et de Chel.ro. La vente des produits électroniques sur ces sites-là se porte plutôt bien. C'est entre 30 et 50% d'augmentation parce que les gens sont chez eux. Donc, ils ont plutôt tendance à vouloir avoir un bon téléviseur, voilà, et le changer. Donc, sur ce poste de dépense, la crise n'a pas un impact nécessairement négatif. Dans notre cas, voilà, je pense que les ventes se portent déjà bien et je pense que ça va se porter davantage. On est déjà en train de penser à une expansion dans d'autres pays de la région. Au premier trimestre de l'année 2021, on va s'orienter vers une internationalisation dans 3 pays, à commencer par la Bulgarie, pour des raisons historiques, parce que j'ai des partenaires d'affaires en Bulgarie, c'est un pays que je connais bien aussi. Peut-être un mot important sur le marché des téléphones reconditionnés dans le monde. On va prendre des exemples qui sont des exemples proches de nous, l'Allemagne et la France. 10% des téléphones, des smartphones vendus en France et en Allemagne sont des téléphones reconditionnés. Donc, on est déjà sur des volumes qui sont des volumes importants. Il y a déjà en Allemagne et en France une catégorie de la population qui se dit voilà, moi c'est pour des raisons environnementales ou c'est pour des raisons de budget. Et la Roumanie ne va pas faire exception à la règle. Les Roumains, de toute façon, ils ont un appétit sur les produits d'occasion, sur d'autres catégories de produits. Dans le domaine automobile, par exemple, beaucoup de Roumains achètent des voitures d'occasion. Il n'y a pas de raison que la téléphonie mobile, les smartphones fassent exception à la règle. Donc, si 10% des téléphones sont vendus en France et en Allemagne sont des reconditionnés, si on fait un calcul très très simple en Roumanie, en 2019, il y a 5 millions de smartphones qui ont été vendus en Roumanie. Si on prend 10% de ce marché, ça fait 1 demi-million de téléphones. Donc, à long terme, je vise la vente de 1 demi-million de téléphones en Roumanie. Et puis, évidemment, tout autant une part de marché peut-être un peu plus basse, mais entre 5 et 10% dans d'autres pays de la région, si on prend le virage de l'internationalisation suffisamment vite et suffisamment bien. Je te connais depuis un certain temps et je peux avouer devant nos auditeurs que tu es quelqu'un qui est passionné par les affaires. Tu n'es pas là juste pour faire du profit, gagner de l'argent et être content de c'est déjà pas mal. Mais je te connais, je sais qu'il y a quelque chose qui est très fort. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te pousse vers ton destin d'entrepreneur, quoi. Être entrepreneur pour toi, c'est quoi?
Je pense qu'être entrepreneur, effectivement, comme tu le dis, c'est pas essayer de gagner le maximum d'argent. Moi, déjà, j'ai pas de problème d'argent. J'ai déjà la maison de mes rêves, les voitures de mes rêves. J'ai les voyages de mes rêves quand je pars avec ma femme et mes enfants. Donc, je n'ai pas prétention à gagner beaucoup plus d'argent. Enfin, ça va pas changer fondamentalement ma vie. En revanche, j'ai de nouvelles aventures qui s'inscrivent dans une dimension de start-up durable, apporter une pierre, tu vois. Donner une deuxième vie à des téléphones, bah, ça me plaît. Phoenix.eco, d'ailleurs, le point .eco, on n'a pas pris un .com, un .ro. Bon, déjà parce que c'était pas pris, le Phoenix.com était déjà pris pour la petite blague. Mais non, la vérité, c'est que le point .eco, j'y tenais énormément parce que le point .eco, c'est WWF.eco, c'est des grandes organisations internationales ou des entreprises qui s'inscrivent dans une logique d'économie circulaire, de développement durable. Et c'est ça que j'ai envie de faire, moi. C'est quand je discute avec mes enfants, surtout mon fils aîné qui a 7 ans bientôt, il comprend ce que je fais. Il me dit, papa, tu fais quoi au travail? Ben, je n'ai pas envie de lui dire, on a fait tant de chiffres d'affaires aujourd'hui ou on a fait tant de profits le mois dernier. Ça n'a aucun sens. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est lui transmettre des valeurs. Et les valeurs, c'est dire, voilà, ton papa, il est impliqué dans des business qui essaient de rendre le monde un peu meilleur. Ça paraît un peu naïf comme ça, mais c'est vrai. Voilà, ça, pour moi, ça me procure une satisfaction quand je rentre chez moi le soir et je me regarde dans le miroir. Je veux être fier de ce que j'accomplis. Et voilà, je ne veux pas créer le prochain groupe qui va vendre des paquets de cigarettes ou voilà, le prochain groupe qui va s'inscrire dans le business des fast-food. Non, essayer de trouver des petits business, des petites startups avec un énorme potentiel de croissance, mais qui tentent d'améliorer modestement le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'aimerais un peu qu'on raconte qui tu es pour ceux qui t'ont pas encore écouté sur RFI ou ailleurs. Tu es français d'origine, tu vis en Roumanie depuis un bon moment, tu as fait ta vie ici. Raconte-nous un peu comment tu as choisi la Roumanie, ton parcours roumain. Donc déjà, moi, j'étais en Roumanie entre 1991 et 1994. Mon père Jean-Pierre Vigroux, qui vit toujours en Roumanie, est arrivé ici en 91, même un petit peu avant, je crois qu'il est arrivé en 90. Moi, je l'ai suivi pendant 3 ans en Roumanie. Ensuite, je suis reparti en France vivre avec ma mère. Tu avais quel âge à l'époque? De 11 à 14 ans. Donc, 91 à 94, j'ai de 11 à 14 ans. Donc, la Roumanie m'avait marqué dans ces années-là. Et puis, après un MBA en France, en 2005-2006, j'ai des collègues, des camarades de promotion qui me disent « Ah bah moi, je vais partir à New York, moi, je vais partir à Londres. » Moi, je dis moi, je vais partir à Bucarest. Hein. Moi, je ne vais pas rester à Paris, ni aller à Londres, ni aller à New York. » Des amis qui disent « Mais va à Palo Alto, tu rêves de monter des startups, va à Palo Alto, c'est la Silicon Valley. » Et moi, je dis, je vais aller à Bucarest parce que la Roumanie, c'est un pays en croissance. Les gens ont une éthique de travail. Les gens parlent très bien les langues étrangères. Les gens sont bosseurs. C'est la nouvelle Europe. C'est à Bucarest que je vais aller. Donc, ça faisait rire mes petits camarades à l'époque, pardon. J'imagine leur réaction, oui. Mais voilà, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière professionnelle, de choisir la Roumanie. Et la Roumanie, elle t'a apporté quoi? On sait ce que tu as apporté à la Roumanie. La Roumanie t'a apporté quoi à toi? Ben déjà, je pense que ce que j'ai construit dans le domaine des affaires, je n'aurais pas pu le construire ailleurs. Je pense que je n'aurais pas été nécessairement pris au sérieux dans d'autres pays, y compris mon pays d'origine qui est la France. Voilà, parce que à l'époque, j'étais jeune. Ce que j'ai pu ici accomplir, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été extrêmement ouverts, notamment mes premiers clients, hein, pour Callpoint Telus, donc la société de centre d'appel qui est ma société historique. Je pense que les gens ont affiché un niveau d'ouverture, notamment mes premiers clients. C'est des gens qui ont décidé de me faire confiance. Et à l'époque, j'étais un petit peu jeune, un petit peu ambitieux, un petit peu même arrogant, je dois le reconnaître. Voilà, mais très rapidement, j'ai appris à comprendre que voilà, on était peu de choses dans le domaine des affaires et que surtout, il fallait avoir beaucoup d'humilité. Donc, ce pays m'a appris à avoir de l'humilité. Dans ce pays, j'ai rencontré des gens extraordinaires avec lesquels j'ai bossé, qui m'ont appris. Et je suis toujours très étonné par la qualité des gens. Hein. Donc, TELUS, on a 2000 collaborateurs. C'est mon entreprise historique que j'ai revendue à TELUS en 2017. Donc, on a 2000 employés en Roumanie. Cette entreprise est absolument incroyable. On est une entreprise de centre de contact, donc call center en partie. Et quand je vais sur le plateau, donc c'est des plateaux de centre d'appel, la majeure partie de ces gens parlent mieux que moi les langues étrangères. Enfin, c'est des agents en centre d'appel. J'ai énormément de respect pour eux. C'est des gens qui interagissent par téléphone avec des clients qui sont situés à des centaines ou à des milliers de kilomètres qu'ils ne rencontreront jamais.
Ils fournissent un service client absolument extraordinaire. Enfin, il y a une humanité, il y a une maîtrise des langues étrangères, il y a un niveau de professionnalisme, il y a un niveau d'adaptation aussi. Hein. Je pense que les Roumains sont des gens qui s'adaptent très, très bien, extrêmement bien aux cultures d'entreprise. Voilà, donc voilà, pour toutes ces raisons que je n'ai pas forcément exprimées de manière très structurée, un petit peu en vrac, mais au fil des sentiments que je ressens, des impressions que j'ai de ce pays depuis tant d'années. Voilà, moi, je n'ai pas une seule entreprise en France, je n'ai même pas un compte bancaire en France. Tous mes investissements ici sont ici, toutes mes entreprises sont ici. C'est un pays extraordinaire. C'est un pays extraordinaire et je ne suis pas le seul Français à dire. Mireille, tu connais très bien beaucoup de gens de la communauté d'affaires française. Et pas seulement, mais tu connais beaucoup de Français ici qui te disent la même chose. C'est un pays extrêmement attachant. Et puis, je pense que pour un Français comme moi, je suis quand même très français, j'ai une culture très française. Je pense qu'il y a une proximité culturelle qui est forte entre les peuples roumains et les peuples français. Je pense qu'on s'entend bien. Je pense que, voilà, donc pour toutes ces raisons, je n'envisage pas de quitter le pays. Je mourrai sûrement ici. Et la Suisse, ça va donner quoi? Qu'est-ce que tu prévois en perspective faire en Roumanie? Donc déjà, rester chez TELUS, continuer à consolider la croissance de nos opérations ici, ça c'est très important. Des entreprises qui sont des entreprises de type start-up comme Phoenix.eco, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, à long terme, on va vendre un demi-million de téléphones en Roumanie, de smartphones reconditionnés. Donc tout ça, ça va être un long chantier, mais voilà, on a des bonnes équipes, il y a un marché qui existe, donc ça va pouvoir se faire. Et puis d'autres startups en perspective, et dont une qui va être absolument extraordinaire, qui va probablement être lancée en juin, juillet, qui est une entreprise, je ne sais pas si je peux en parler, allez, je vais en dire quelques mots très brièvement, qui est une entreprise de covoiturage. Si tu regardes des pays en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, comme des pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord, de plus en plus de gens dans des villes qui sont des villes où il y a beaucoup de trafic, des villes qui sont polluées. Et alors là, pour le coup, Bucarest, comme tu le sais aussi bien que moi, est une ville très polluée avec beaucoup de trafic. Et il y a de plus en plus d'entreprises, de startups qui se créent pour essayer de repenser un petit peu la mobilité dans les villes. Et donc, je m'apprête à lancer avec des associés une application de covoiturage qui s'appelle Teamway. Et je serais ravi de t'en parler plus amplement lors du lancement. Mais on essaie de révolutionner avec Phoenix.eco la manière dont les gens consomment et utilisent des téléphones mobiles. Et avec Teamway, on repense la manière, on essaie de révolutionner la manière dont les gens se déplacent à Bucarest et dans d'autres villes du pays. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. En Europe occidentale, il y a de plus en plus d'entreprises qui se posent cette question, la question des délocalisations qui ont déjà été faites en Chine, en Asie, surtout en Chine. Il y a une bonne partie de la production des sociétés occidentales se passe, comme on le sait bien, en Chine. Avec tous les problèmes qu'on a vus là-bas, pas mal d'entreprises en ce moment se posent la question sur une délocalisation à l'inverse, c'est-à-dire ramener leurs affaires, leur production en Europe. Et je me dis que peut-être la Roumanie est plutôt bien positionnée par rapport à cette perspective, parce que c'est un pays qui a, comme tu disais tout à l'heure, on a tous les ingrédients pour que ça se passe bien ici. Tu penses quoi de ces effets à long terme de cette crise? Parce que je pense qu'il y a aussi des opportunités qui seront créées par cette crise. Et pour la Roumanie, ce serait peut-être pas mal de commencer dès maintenant à penser à cette perspective. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que l'objectif de l'Union européenne va être de réduire la dépendance à la Chine. La manière de réduire cette dépendance à la Chine, c'est de réindustrialiser l'Europe. Et de ce point de vue-là, la Roumanie est extrêmement bien placée. Donc, je le souhaite, je l'espère, et je pense que c'est ce qui a de grandes chances de se produire. Tu sais qu'il y a en Roumanie une sorte d'effervescence au niveau des nouvelles technologies. Il y a beaucoup de hubs, de jeunes qui sont passionnés par l'informatique, qui sont en train de créer des applications qui sont franchement en train de changer un peu notre monde. Et moi, je les ai découverts cette dernière année en faisant cette émission Nous venons du futur, et je trouve que c'est extraordinaire. Moi, je suis épaté. Comment tu perçois ces gens-là? Parce qu'au-delà des gens que tu rencontres dans ton entreprise, chez TELUS International, il y a plein de gens que tu rencontres. Tu es quelqu'un qui sort beaucoup, qui connaît tous ces réseaux. Comment tu vois cette jeunesse-là? Et comment on peut positionner la Roumanie avec ces jeunesses dans le monde de demain?
Tu as raison. En tout cas, je partage complètement ta vision des choses. Et effectivement, je pense qu'on en discutait dernièrement, toi et moi. Il y a vraiment un effet UiPath où voilà, il y a cette belle entreprise roumaine qui a atteint cette valorisation de 7 ou 8 milliards de dollars, qui a ouvert un petit peu la voie à beaucoup de jeunes entrepreneurs roumains qui se disent s'il y a un Roumain qui a réussi à monter une start-up qui est devenue une licorne aussi impressionnante et aussi internationale, pourquoi pas moi? Donc je pense qu'effectivement, il y a ce modèle qui est UiPath. Je pense qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a une excellence éducative dans le domaine de l'IT, de l'ingénierie en Roumanie. Donc, oui, non, je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui arrivent avec des projets solides. Je pense juste que le pays manque encore d'écoles de commerce et de MBA. Donc, on rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont très, très intelligents, souvent bien plus intelligents que moi, mais qui n'ont pas forcément la capacité de pitcher, de présenter un projet à un client ou à un investisseur. Et ça, c'est compliqué parce que voilà, il n'y a pas ces formations commerciales de type école de commerce et MBA, en tout cas pas en nombre suffisant. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, ça me fait penser que ça pourrait être un beau projet pour moi à l'avenir d'essayer peut-être avec d'autres entrepreneurs. Je réfléchis à haute fois de m'impliquer non, mais c'est grâce à toi. Ouais. Non, mais tu me poses ces bonnes questions. Non, je pense qu'effectivement, il y a probablement quelque chose à faire pour rendre à la Roumanie, parce que l'objectif, quand on atteint voilà, un certain niveau dans les affaires, et encore une fois, je dis ça avec beaucoup d'humilité, parce que tout peut s'arrêter demain. Hein, donc, je n'ai pas l'intention de dire que je suis arrivé à un niveau élevé. J'ai juste eu de la chance dans les affaires. Je suis arrivé à un certain niveau auquel je rêvais, je prétendais il y a quelques années. Donc, il est temps pour moi de redistribuer de mon temps, de mon énergie et de mon argent pour rendre à la Roumanie ce qu'elle m'a donné. Et effectivement, l'éducation, ça pourrait être dans le domaine que je connais, qui est savoir le business, les affaires, le marketing, le management. Ça pourrait être un beau moyen de le faire. Ça ne m'étonnerait pas de te voir mettre ça en place assez vite. Voilà, on approche la fin de l'émission, le temps passe très vite avec toi, comme d'habitude. J'ai eu juste une petite dernière question, puisqu'on parle de technologie, de robots, tout ça. Si tu avais un robot qui ferait tout à ta place, tout le boulot, et tu auras tout le temps pour toi, tu ferais quoi? Si je pouvais déléguer la totalité de ce que je faisais et que je me retrouvais avec du temps libre. En termes de travail, tout est réglé. Tu as tout le temps pour toi. Tu ferais quoi? La réponse, elle est claire. Je suis écrivain à mes heures perdues. J'écris un roman de science-fiction à mes heures perdues. J'ai pas beaucoup d'heures perdues parce qu'en dehors de tout ce que je fais, donc j'ai monté 5 entreprises, j'ai investi dans 12 entreprises. Donc j'ai peu de temps et aussi et surtout, j'ai une femme que j'aime et 3 enfants que j'aime. Et donc j'ai une vie extrêmement chargée. Voilà, je fais du sport en plus. Mais si je pouvais passer plus de temps, consacrer davantage de temps à écrire mon roman, c'est ce que je ferais. Pour l'instant, c'est un roman de 100 pages. J'en ai écrit à peu près un tiers. Donc je m'efforcerai d'écrire les 70 pages qui me restent à écrire pour arriver à la fin de mon roman. Voilà. Bon projet. Grégoire, îți mulțumesc că ai fost cu noi în studioul RFI România. Mulțumesc foarte mult de invitație. Mulțumesc. Dragi ascultători, l-ați auzit pe Grégoire Vigru, un francez pasionat de afaceri și de România. Mai multe despre ultima lui investiție puteți afla la adresa phoenix.eco. Phoenix, cum se aude, ca în românește, Phoenix, phoenix.eco. În ce privește viitorul, treaba stă așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună. Dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.